Pourquoi notre corps a-t-il besoin du gras? Alors, je parle de quoi? Je parle du gras, c'est-à-dire de la graisse, que nous autres, biologistes et médecins, appelons plus volontiers le tissu adipeux. Alors, est-ce que c'est important? Je crois que oui, je vais essayer de vous le démontrer. Tout de même, notre graisse, ça représente le quart du poids du corps, 10 fois plus que le cerveau. J'ai rien contre le cerveau, mais tout de même. Et comme on parlera un petit peu peut-être d'obésité, chez certains sujets obèses, on peut aller jusqu'à 50% du poids du corps. Alors pourquoi est-ce que ce gras est aussi important? Et en fin de compte, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, je suis biologiste et médecin et j'ai été responsable d'un service à l'hôpital, un service de biochimie, et en même temps, je dirigeais une équipe de recherche qui travaillait donc, dans le cadre de l'université Pierre et Marie Curie et de l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui travaillait sur le diabète. Vers 1980, un collègue, chef de service de diabétologie, m'appelle pour me parler d'un petit patient. Ce petit garçon, qui était en parfaite santé, part en colonie de vacances et ses parents viennent l'attendre à son retour sur le quai de la gare. Un petit garçon descend du wagon et ses parents ne le reconnaissent pas. Ce petit garçon avait perdu tout son gras. Tout son gras où? Au niveau des jambes, au niveau des bras, donc très amaigri, mais également au niveau du visage, le visage qui était creusé. Donc ici, on a une petite boule qu'on appelle la boule de Bichat, qui nous donne tout de même notre figure. On reparlera probablement de la figure. Ils avaient perdu donc tout le gras. Il avait un aspect absolument cadavérique. Et vous voyez, en quelques semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, nous décidons de travailler sur les patients qui ont ce problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il avait perdu son gras? Et quelles sont les conséquences? Parce que ce petit garçon, non seulement il n'avait plus de gras, mais en plus, il avait des problèmes sévères. Il avait une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui régule l'entrée du glucose dans nos cellules. Et il avait un diabète très, très compliqué à contrôler. Et donc, voilà, notre équipe a commencé à travailler sur ces petits patients, à essayer de trouver des gènes, puisque dans certains cas, c'est des maladies génétiques, à regarder ce qui se passe au niveau du métabolisme. Nous sommes devenus donc une équipe de référence dans les maladies du tissu adipeux et nous sommes toujours actuellement considérés comme une des équipes au niveau international qui travaillons dans le domaine. Deuxième épisode, quelques années plus tard, 1996, je suis chef de service de biochimie, donc à l'hôpital Rothschild. Mon collègue Willy Rosenbaum vient me voir parce qu'il a des soucis avec ses patients. Alors, le quotidien de Willy Rosenbaum, qui est chef du service de maladies infectieuses, ce sont les patients infectés par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Et ce virus, Willy avait contribué à sa découverte avec Françoise Barré-Sinoussi. Françoise aura le prix Nobel de médecine et physiologie en 2008. Le quotidien de Willy, c'est des patients qui meurent dans ce tableau extrêmement grave de déficit immunitaire total. Ils ont perdu complètement les cellules de l'immunité, les lymphocytes, et ils vont mourir d'immunodéficience, c'est ce qu'on appelait le sida. Et puis, quelques années avant, une première classe de molécules capables de contrôler un peu ce virus a été mise au point, on appelle ça les analogues nucléosidiques, et les patients vont être mis sous ces analogues nucléosidiques, ce qui va permettre de ralentir l'évolution de la maladie, mais malheureusement, ils continuent à mourir. Et puis, quelques mois avant ma rencontre avec Willy Rosenbaum, une deuxième classe thérapeutique est mise au point, ça s'appelle les inhibiteurs de protéase. Et les patients vont recevoir 3 molécules, 2 analogues et un inhibiteur de protéase qu'on a appelé la trithérapie. Et ces patients vont ressusciter. Des patients en train de mourir, qui n'avaient quasiment plus aucun lymphocyte dans le sang, vont voir leurs lymphocytes qui remontent petit à petit. Le virus qui était circulant, qu'on retrouvait partout, va commencer à diminuer, à être écrasé par le traitement. Donc les patients retrouvent leur immunité, retrouvent une vie. Ils sont présents, mais, parce qu'il y a un mais, un grand nombre de ces patients va voir en quelques mois leur tissu adipeux qui disparaît.
Ils n'ont plus de gras sur les jambes, sur les bras, les veines visibles, et puis aussi au niveau du visage. Comme ce petit garçon, leur visage se creuse, ils perdent leur boule de bichat, ils ont cet aspect cadavérique. Et ça, c'est extrêmement stigmatisant, parce que pour ces patients, ils portent leur maladie sur leur visage. Ils sont séropositifs et c'est clamé à la face du monde rien qu'en les regardant. En plus, un certain nombre de ces patients non seulement perdent le gras périphérique, mais ils prennent un très gros ventre. C'est vraiment une dysmorphie. Et ça les pousse à s'isoler, à se fermer, à se couper du monde. Donc il y a un vrai souci. Comment faire pour les aider? Eh bien, à l'hôpital Rothschild, un chirurgien plasticien, Philippe Levent, propose de faire une intervention où il va prendre du gras sous la peau du ventre, s'il en reste un petit peu, l'aspirer avec une seringue et réinjecter ces seringues de gras dans les joues en quadrillant pour combler justement les trous au niveau des boules de bichat. Et donc, je demande aux patients s'ils sont d'accord pour me donner une seringue de gras pour la science. Tous acceptent. Et du coup, notre équipe commence à travailler sur le tissu adipeux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans une vie de chercheur. Parce que tout à coup, il y a une nouvelle maladie, un vrai problème médical qui est arrivé. Personne ne sait ce qui c'est. Tout le monde est égal au niveau de la recherche. On n'a pas d'idée, on ne sait pas. Et donc, les équipes qui décident d'y aller, qui relèvent le défi, qui décident de savoir ce qui se passe, d'aider ces patients, eh bien, elles vont pouvoir peut-être avancer et être reconnues. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes devenus une des équipes leaders au niveau international dans le domaine du tissu adipeux chez ces patients VIH. Et notre équipe, en plus de regarder ce qui se passait dans le gras des patients, a également pris des cellules en culture, des adipocytes normaux en culture. On les a incubées avec les différentes molécules qu'on leur donnait pour comprendre pourquoi ces molécules étaient toxiques, puisque c'était les molécules qui étaient toxiques. Et on a pu montrer ainsi que certaines des molécules qu'on leur donnait étaient capables de bloquer la mitochondrie dans les adipocytes. C'est quoi la mitochondrie? C'est la petite usine qui vous fait de l'énergie. Quand on bloque l'usine qui fait de l'énergie, il n'y a plus d'énergie, la cellule meurt, le tissu adipeux disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, les chercheurs, les firmes ont trouvé d'autres molécules toujours aussi efficaces pour contrôler le virus, mais qui maintenant ne tuaient pas le tissu adipeux. Et donc, rapidement, on a pu mettre les patients sous d'autres traitements, toujours efficaces pour contrôler le virus, mais sans cette toxicité du tissu adipeux. Ils ont récupéré tout ou partie de leur gras. Certains restent encore maintenant marqués au niveau du tissu adipeux, mais au moins, ils vont bien. Et donc, ils vont bien, ils sont suivis par les médecins. Tous les 6 mois, on a une visite, on vérifie que le taux de lymphocytes est bon, que le virus est bien écrasé, tout va bien. Et puis, une de mes collègues me raconte que le matin, elle a vu en consultation un de ses patients qu'elle suit depuis longtemps. Il est arrivé, elle l'a trouvé fatigué, marqué, usé. Elle regarde sa fiche, il a 50 ans, il a le même âge qu'elle. Ce patient a vieilli, trop vite. Pourquoi? Et en plus, ce patient, 50 ans, il commence à avoir des problèmes cardiovasculaires, de l'hypertension, des infarctus, des problèmes neurocognitifs, de l'ostéoporose. Et puis, ils prennent du gras. Alors, ce n'est plus le même gras, là. Ils prennent du gras ici, au niveau du tronc, qui n'est pas un bon gras, qui s'associe au diabète, aux maladies hépatiques, aux maladies cardiovasculaires. Donc, nouvelle question scientifique. Pourquoi est-ce qu'il y a ce vieillissement accru, accéléré des patients? Est-ce que c'est le virus qui est resté caché au niveau des réservoirs parce qu'on ne peut pas l'éradiquer et qu'on est obligé toujours de le contrôler? Est-ce que c'est une molécule thérapeutique beaucoup moins toxique que les molécules de première génération, mais qui reste toxique? Est-ce que c'est le mode de vie? C'est des patients qui sont souvent avec un mode de vie plus à risque, beaucoup plus tabagique. Et c'est sans doute tout ça qui va faire que ces patients vieillissent. Et donc, encore une fois, on est en train de chercher pourquoi, comment faire, comment pouvoir les aider, les prendre en charge et si possible les faire vieillir. On est en résonance avec ce qui a été dit, le vieillissement, les faire vivre le plus longtemps possible et surtout vieillir et vivre en bonne santé. Donc, je vous ai expliqué beaucoup de choses au niveau du gras. Je vous ai montré que ce gras, évidemment, quand on en a trop, on va peut-être aborder l'obésité, c'est pas bon,
Ça crée des tas de problèmes, mais qu'on en a absolument besoin. Absolument besoin pour modeler votre visage. Et on verra avec l'orateur suivant que c'est quelque chose d'essentiel. Et votre corps, parce que les formes ont tout de même une signification extrêmement importante. Mais on a surtout besoin, parce que ce gras va avoir un rôle pour stocker l'énergie. Donc votre tissu adipeux, son droit et son devoir, c'est de stocker l'énergie après les repas. Que ce soit l'énergie des sucres, on sait bien que les gâteaux, ils aboutissent dans les fesses, ou l'énergie au niveau des lipides. Et puis, en stockant ces lipides, ça protège les autres tissus qui, du coup, vont pouvoir fonctionner normalement. Et puis, au fur et à mesure des besoins, parce qu'on ne mange pas 24 heures par jour, donc le gras va déstocker son énergie pour tranquillement fournir à tous les tissus de l'organisme, presque tous les tissus, l'énergie dont ils ont besoin pour vivre. S'il n'y a pas de gras, eh bien c'est très grave. Parce que du coup, le gras qui n'est pas stocké au niveau des tissus, il va aller dans le sang, il va aller dans le cœur, dans le muscle, dans le foie, dans le pancréas, et il va induire des atteintes très sévères, en particulier un diabète. Donc voilà pourquoi le gras, on en a absolument besoin. Et pour conclure, Willy Rosenbaum a joliment illustré ce concept en disant « Je ne savais pas que notre âme se situait dans notre gras ». Merci. Merci Jacqueline Capot. Je vais faire un peu plus court sur les questions parce que vous avez été un peu plus longue, mais vous étiez passionnante. Je regardais les têtes, tout le monde était captivé. Alain Eppelboin, notre anthropologue, me disait elle devrait faire de la radio, cette dame, parce que vous nous avez vraiment emmenés dans ces différentes histoires. Vous nous avez réconciliés avec notre gras. Aidez-nous quand même à y voir un petit peu plus clair, parce que vous avez employé le terme de gras, de graisse, de tissu adipeux. Il y a aussi ce fameux cholestérol dont on nous dit qu'il y a le bon et le mauvais. Est-ce qu'on parle à chaque fois de la même chose ou ce sont des choses différentes que l'on met sous ces termes-là? Alors, on parle de deux choses différentes. Premièrement, ce que je vais appeler, alors c'est vrai que le gras, c'est un terme générique, mais on va tout de même mettre un petit distinguo. Ce qu'on appelle les lipides. Donc, les lipides, ce sont, si vous voulez, les constituants élémentaires. Il y a deux grands types de lipides, qui sont le cholestérol d'un côté et puis un autre, les triglycérides de l'autre. Quand vous allez au labo et qu'on vous demande de faire un bilan lipidique, on vous donne votre taux de cholestérol et votre taux de triglycérides. Alors, le cholestérol, je dirais que c'est un lipide, un constituant des cellules, des membranes. Et effectivement, ce cholestérol, il va aller dans votre sang, porté par des structures qu'on appelle les lipoprotéines. Alors, il y a les mauvaises lipoprotéines, qu'on appelle les LDL. Elles vont emmener le cholestérol dans les tissus et ça va induire de la rigidité aortique et des tas de problèmes, dont l'athérosclérose. Et puis, il y a une autre lipoprotéine qui va récupérer le cholestérol en excès pour le ramener dans le foie où il va être dégradé. Et celle-là, elle s'appelle les HDL. Donc, le mauvais cholestérol, c'est celui qui est porté par les LDL et le bon par les HDL. Pour finir, les triglycérides, c'est les lipides énergétiques. C'est ceux qu'on stocke dans le tissu adipeux quand on a trop d'énergie après les repas et qu'on déstocke pour aller nourrir les tissus entre les repas. Un petit conseil purement pratique, du coup, puisqu'on a compris qu'il nous en fallait du gras, tant qu'à faire, autant prendre le meilleur qui soit. On dit souvent l'huile d'olive, c'est la meilleure, c'est bon pour la santé. Parfois, on regarde le beurre avec un peu plus de circonspection. Aidez-nous à nous y retrouver dans le bon gras et le mauvais gras qu'il faut que l'on mange. Alors, c'est vrai que dans les lipides, encore une fois, alors là, on est en train de parler plutôt dans les triglycérides. Il y a ceux qui sont saturés, malheureusement c'est très bon, hein, c'est le foie gras, les beefsteaks un peu entrelardés, la margarine, le beurre, la crème, tout ça c'est des lipides saturés, ils ne sont pas très bons, hein, c'est ceux-là qui sont plutôt toxiques. Il vaut mieux avoir des insaturés, c'est beaucoup plus sympa. Alors l'huile d'olive elle est bien parce qu'elle est un peu insaturée, donc on peut l'utiliser pour faire cuire, la fameuse cuisine méditerranéenne. Il y en a d'autres comme le tournesol par exemple qui sont plus insaturés, c'est encore mieux, mais attention à la cuisson, ça peut s'oxyder et du coup c'est pas terrible. Le French Paradox, cette idée qu'en France on mange bien, hein, on n'est pas habitué à se mettre à la diète et pourtant on est quand même, la population est moins obèse qu'aux États-Unis par exemple. Est-ce que ça c'est une idée reçue ou est-ce qu'il y a vraiment un French Paradox? D'abord, en France, on mange beaucoup moins qu'aux États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous voyez une portion, vous allez au restaurant ou même dans un McDo aux États-Unis, la portion qu'on vous sert, elle doit être 1,5 fois celle qu'on vous donne en France sous le même nom. Donc, clairement, l'obésité aux États-Unis, c'est un problème majeur.
un tiers de la population aux États-Unis est obèse. On est en train de voir depuis là, cette année, que l'espérance de vie aux États-Unis est en train de diminuer à cause des risques de l'obésité, les problèmes cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurocognitives et tout ça sont associés à l'obésité. En France, on mange beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on mange à des heures fixes, on fait des repas qui ne sont pas si copieux que ça. Et clairement, en France, l'obésité est à environ 15%, ce qui est tout de même plus de moitié moins que les États-Unis. Et surtout, grâce au conseil nutritionnel, grâce aux campagnes, on voit que l'augmentation de l'obésité en France est en train de stagner. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase d'augmentation majeure qu'on a eue les dernières années. On est en train de ralentir l'évolution. Malheureusement, la population qui augmente le plus l'obésité, ce sont les jeunes. Et ceux-là, ils vont avoir des années d'obésité devant eux, avec toutes les complications qui en résultent. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la discussion finale. Merci à vous, Jacqueline Capot.